Distingués invités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, je me présente, François Roch, je suis le directeur du département des sciences juridiques à l'UQAM et vice-président de la Société québécoise de droit international. Je remercie tous les organisateurs de l'événement. Notre invité est avocat, universitaire et ancien ministre délégué de la Justice du Cameroun. Grand internationaliste et figure marquante du droit international contemporain, le professeur Kamto dirige depuis 2012 le principal parti de l'opposition de son pays. Donc, c'est à la fois un grand juriste, mais aussi un homme politique, comme vous le savez. Et c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise à la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale, il fut de 1999 à 2016 membre puis président de la Commission du droit international, l'un des cénacles les plus prestigieux pour les juristes internationalistes. Notre invité, membre de plusieurs sociétés savantes, est aussi le fondateur de la Société africaine de droit international et membre curatorium de la prestigieuse Académie de droit international de La Haye. Juriste de grande envergure, il a représenté plusieurs États devant les juridictions internationales, devant la CIJ et devant la Cour permanente d'arbitrage notamment. Vous comprendrez que c'est un immense honneur pour l'UQAM et pour le département des sciences juridiques, de même que l'Institut d'études internationales de Montréal et le CEDIM, d'accueillir le professeur Maurice Kamto. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable conférence. Vous aurez compris que malgré les quelques 50 degrés Celsius qui séparent Montréal et Yaoundé en ce moment, je pense qu'il y a un rapprochement qui s'opère. Donc, merci beaucoup, professeur Kamto, de vous être déplacé à Montréal et d'avoir bravé la tempête, comme toutes les personnes qui sont dans l'assistance. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Je serai bref. Mon nom est Olivier Barsalou. Je suis professeur au département des sciences juridiques et aussi directeur du Centre d'études du droit international et la mondialisation, le CEDIM. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux, si nombreuses et avec autant d'enthousiasme. Ça fait extrêmement plaisir de voir une salle remplie par tempête de neige à l'UQAM. Donc, merci à vous, public, de vous être déplacés. Je tiens à titre de rappel à souligner que l'IEIM et les techniciens à l'arrière vont capter l'événement aujourd'hui, donc une captation vidéo et sonore, et l'événement sera en Facebook Live, et diffusé donc simultanément donc sur Facebook. Et je vous invite peut-être à passer le message et à vous restreindre dans l'usage de vos caméras. Donc, et la vidéo de la conférence du professeur Kamto sera aussi disponible en ligne très prochainement. La présentation du professeur Kamto sera suivie par une période de questions. L'événement devrait durer 90 minutes environ et se terminer vers 15h30. Et à titre de rappel, ce soir, il y a le rallye politique qui est prévu au Palais des Congrès. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent débattre et continuer le débat politique, je vous invite à rejoindre la rencontre ce soir au Palais des Congrès à Montréal. Avant de laisser la parole au professeur Kamto, je souhaiterais remercier un groupe spécial de personnes à l'IEIM, à l'Institut d'études internationales, sans qui, en fait, cet événement n'aurait pas lieu aujourd'hui. Je tiens à remercier du fond du cœur Caroline Doyon, directrice adjointe, Catherine Poulbourg, coordonnatrice, Christina Popescu, coordonnatrice aussi, ainsi que toutes les autres qui sont venues prêter main forte aujourd'hui. Je pense à Valériane, je pense à Sophie. Merci infiniment pour votre aide, sans qui, en fait, cet événement n'aurait pas eu lieu. Finalement, je tiens à remercier le professeur Kamto, qui, en dépit des tempêtes politiques et des tempêtes hivernales que connaissent notre monde, c'est fait un plaisir de venir nous adresser la parole et discuter de droit international. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à le remercier d'être venu et je lui cède la parole. Merci, professeur Kamto. J'hésite entre rester ici et me tenir debout. Je crois qu'il est plus simple que je me mette debout. Monsieur le professeur Roch, chers collègues de l'Université de Montréal, du Québec à Montréal, je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude pour
les marques de sympathie et l'honneur que vous me faites de m'inviter à prendre la parole dans cette université fort prestigieuse et devant un auditoire aussi important. En général, des conférences de cette nature se tiennent devant un public beaucoup plus restreint, 40, 50, voire 100 personnes maximum. Là, on a tout un amphithéâtre entièrement plein. C'est donc pour moi l'occasion de remercier ceux nombreux qui se sont donné la peine, en dépit justement des intempéries, d'être là cet après-midi. Lorsque Alain Guy Sipo Tachou, pardon, il va me pardonner, j'ai toujours eu quelques difficultés avec son deuxième nom, m'a parlé de la possibilité de cette conférence et m'a demandé d'indiquer le thème d'une conférence. J'ai beaucoup hésité entre les thèmes classiques, les sujets classiques. J'aurais pu parler des obligations en droit international, notamment d'une question débattue au moins depuis 1966 avec la Convention des Nations Unies sur les traités, c'est-à-dire la notion des obligations du jus cogens, sujet encore en discussion devant la Commission de droit international, dont on ne sait finalement pas quel est totalement le régime. Donc j'aurais pu trouver là un bon prétexte de revenir là-dessus, dans un monde où de plus en plus d'obligations objectives émergent, notamment dans le domaine du droit de l'homme. J'aurais pu parler aussi, et ça j'en ai eu la tentation, d'un sujet touchant à la protection de l'environnement, qui est un sujet d'actualité, dans un monde où nous sommes tous interpellés par le futur de notre planète. Et puis je me suis dit, il y a là un sujet abandonné, oublié, comme si, en fait, la décolonisation était achevée. Comme si, après 1960, il n'y avait plus rien à dire sur le phénomène colonial et la décolonisation. Et en y regardant de près, je me suis dit, finalement, je vais montrer que le sujet et la question est toujours devant nous. Elle a évolué, l'acuité n'est plus la même que dans les années 1960 à 70. Pour autant, les questions ne sont pas résolues, les questions fondamentales demeurent. Et donc, j'ai proposé à mes collègues, que je pourrais appeler, je l'espère, dans un proche avenir, des amis de l'Université du Québec à Montréal, ce sujet, droit international et décolonisation inachevé. Droit international et décolonisation inachevé. Parce que ce n'est pas achevé. On a pensé que le Conseil de tutelle des Nations Unies était devenu une institution obsolète, que le comité de décolonisation même n'avait plus sa raison d'être, qu'après l'indépendance des pays comme l'Angola, la Namibie en particulier, après une rude bataille des États africains contre l'Afrique du Sud, avec les États de la ligne de front, l'OUA, puis aujourd'hui l'Union africaine, pouvait se reposer de luttes acharnées depuis de plusieurs décennies pour décoloniser l'Afrique. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que la colonisation a touché la totalité du continent. Et nous pouvons bien constater aujourd'hui que la totalité du continent n'est pas décolonisée. Et je vais dire, on ne peut pas, et j'y reviendrai dans un instant, mais on ne peut pas parler de colonisation, de décolonisation sans parler d'abord de la colonisation ou de la colonie. Je ne vais pas décrire le processus politique et historique de la colonisation. Vous le connaissez. Mais la colonie, c'est quoi? C'est un territoire placé à un moment donné sous la souveraineté internationale d'un autre État. Donc, il s'établit entre ce territoire et les populations qui y habitent des liens de dépendance par rapport à la puissance administrante. Les régimes ont changé en fonction des parcelles de territoire concernées. Et je parle de territoires placés sous la dépendance ou la domination d'une puissance étrangère à la suite d'une conquête territoriale.
C'est important de souligner la notion de conquête territoriale. Parce qu'on peut être placé sous la dépendance d'une puissance extérieure à la suite de négociations, d'un traité qui vous place sous la dépendance. Car dans ce cas-là, on va parler de protectorat. Vous cédez vos affaires internationales, la conduite de vos affaires internationales à une autre puissance. Et dans le cas d'un pays comme le mien, le Cameroun, effectivement, on a été placé sous la domination de puissances étrangères, mais sans être une colonie. Parce que en 1884, les Allemands signent bien un traité avec ce qu'on a appelé les chefs indigènes, en fait, les rois côtiers. Et le 12 juillet 1884, le traité qui marque la présence coloniale allemande sur le territoire camerounais est signé, je dois le rappeler, est signé entre des firmes commerciales, la firme Voreman et les chefs camerounais, les chefs Douala locaux. Mais comment est-ce que cet accord commercial devient un traité international? Parce que le représentant de l'empereur allemand, Nachtigal, qui est en Afrique du Nord, fait le voyage à Douala pour, par sa présence, transformer un acte, j'allais dire, de droit privé entre des commerçants, la firme Voreman qui vend les tissus et toutes autres choses, avec les chefs indigènes, en un traité international. Bien entendu, plus tard, un certain nombre d'internationalistes occidentaux, gênés aux entournures par le déséquilibre de puissance qu'il y avait entre les territoires et les chefs locaux et les États européens déjà développés, vont introduire une nuance dans le régime de protectorat en distinguant le protectorat du droit interne du protectorat du droit international. Et on va dire, le traité entre les chefs indigènes et l'Allemagne était un protectorat de droit interne. Autrement dit, le Cameroun était placé sous le régime du droit interne allemand. Ce n'était pas un traité international. Mais c'est une, excusez-moi, c'est une fumisterie. Il ne peut pas y avoir deux régimes de traité. Si vous dites que c'est un traité conclu entre des souverains, peu importe la taille du souverain, peu importe sa puissance, ce n'était pas un problème de puissance, c'est un problème d'entité juridique. Les chefs locaux Douala n'étaient pas sous la domination d'une autre puissance. Ils l'ont signé en tant que traité avec la puissance allemande. C'est pourquoi il s'agit d'un authentique traité de droit international. Comme il s'en est signé des milliers sur la côte occidentale africaine, il y en a eu 3000 de la sorte. Donc je voudrais insister là-dessus, sur ce phénomène de distinction entre le protectorat et le régime de la colonisation. Parce que lorsque vous avez un territoire sous le régime de la colonisation, les règles qui s'appliquent ne sont pas tout à fait les mêmes. Le territoire colonisé est entièrement placé sous l'empire juridique de la puissance coloniale. C'est la puissance coloniale qui édicte toutes les règles, alors que le territoire sous protectorat est, en ce qui concerne le Cameroun, lorsque le régime international va s'installer avec le mandat et la tutelle, le mandat sous la SDN, la tutelle sous l'Organisation des Nations Unies, ce seront les règles prises par la puissance coloniale, mais sous le contrôle de la Société des Nations qui a duré brièvement, ou de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de la tutelle. C'est important de dire cela. Pourquoi? Et voilà la colonisation. Pourquoi? Parce que la colonie va évoluer généralement vers un régime de souveraineté internationale de l'entité coloniale. Soit sous la poussée des populations coloniales, soit sous la contrainte ou l'évolution du contexte et du droit international. Et donc va intervenir ce qu'on appelle la décolonisation. La décolonisation est un processus, mais qui, en droit international, apparaît comme un moment précis, fixe, j'y reviendrai. Un processus, pourquoi? Parce que généralement, les populations vont pousser la puissance coloniale à leur rétrocéder leur souveraineté internationale ou à partir, donc pour leur permettre de s'occuper de leurs propres affaires. Du point de vue du droit international, la décolonisation renvoie en quelque sorte à un instantané juridique. La décolonisation commence le jour de l'application de l'accord de décolonisation qui fixe une date
Et c'est pour cela que vous allez voir que dans chaque pays entièrement colonisé, il va avoir une date de l'indépendance. Ce n'est pas banal. Le Cameroun est indépendant le 1er janvier 1960. C'est à compter de cette date que le Cameroun devient un État souverain au sens du droit international. C'est l'instantané juridique basé sur ce que l'on appelle l'outil possidetis iuris. Cela veut dire que ce que vous possédez au moment où on prononce l'indépendance, c'est ça qui est votre territoire et c'est cela qui fait de vous un souverain international. C'est la photographie de la situation telle qu'elle se présente à la date critique. La date critique, c'est la date de l'indépendance. Vous me direz que c'est une fiction, et en effet, c'en est une. Mais le droit international vit de fiction. Par exemple, fiction, on va faire comme si les États étaient égaux. Mais tout le monde sait parfaitement que les États ne sont pas égaux. Mais en disant qu'ils sont égaux, ça nous simplifie la tâche, ça nous simplifie la vie. Et on dit qu'un petit État a les mêmes droits qu'un grand État. Mais bon, mais on sait parfaitement qu'ensuite, le grand État peut exercer sa puissance, sa pression ou d'autres formes de contraintes sur l'État moins puissant pour obtenir ce qu'il veut. Mais ça arrange le juriste de faire comme si tout le monde étaient égaux. Donc de la même façon, on va faire comme si à la date d'indépendance, c'est ce jour-là que tout commence, comme par miracle. La personne qui hier était Premier ministre d'un territoire colonial devient le lendemain président d'un État indépendant. Oui, comme ça. Or, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est intéressant. La même personne qui la veille n'était pas un chef d'un État, le lendemain devient un chef d'un État et peut donc signer des traités et accords pour le compte de cet État. Mais des traités et accords qui engagent cet État sur le plan international comme si c'était un souverain qui était là depuis longtemps. Vous voyez donc, dès le départ, j'allais dire, il y a un vice originel. Parce que pourquoi pensez-vous que, puisque les traités, l'un des principes fondamentaux en matière du droit des traités, c'est l'égalité entre les parties, la souveraineté entre les parties, la réciprocité. Cela suppose que vous soyez à armes égales pour signer les traités. Mais comment voulez-vous que moi, colonisé d'hier, 24 heures avant, j'étais un colonisé, le lendemain, je suis devenu un indépendant et souverain, je signe un traité avec la même liberté, avec la même connaissance, avec la même souveraineté que l'État qui est là, la puissance qui m'a administré pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire un siècle. Voilà le problème de la décolonisation. C'est cette fiction qui fait que, à un moment donné, on croit que la décolonisation a tout réglé, alors qu'elle n'a rien réglé. Bien sûr, au 1er janvier, vous avez un drapeau, vous avez un hymne national, c'est parfait. On vous désigne d'ailleurs une capitale aussi. Mais on ne va pas bien au-delà de cela. Vous avez les attributs apparents de la souveraineté. Mais il vous manque la substantification de la souveraineté. Et donc tout le problème du droit de la décolonisation par rapport au droit international vient de là. Et n'oubliez pas que le droit international et la pensée juridique internationale, notamment occidentale, qui est une pensée provinciale, c'est une région du monde qui projette sur le reste du monde sa propre vision du monde. C'est ça. Les principes, la souveraineté de l'État, tout ce que vous vous imaginez, c'est Grotius, Hugo de Groot, un Hollandais, 16e siècle, qui dit, parce que son pays étant une puissance de navigation, tout petit pays, mais a des problèmes commerciaux, prône le principe de la liberté des mers. Donc il dit cela pour régler un problème de la Hollande. Il ne dit pas cela par générosité, parce que le principe que les mers soient libres est bon pour tout le monde. C'est pour régler un problème commercial néerlandais. Et je peux citer plein d'autres principes comme cela. Et c'est ce principe qu'il projette sur le reste du monde et on dit c'est le droit international. Et donc il faut bien être conscient de la dépendance que nous avons vis-à-vis de la pensée occidentale par rapport au droit international. Si nous ne développons pas une vraie pensée critique par rapport à cela, on ne comprendra pas. Il faut questionner les principes. D'où viennent-ils? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont encore pertinents et opérationnels aujourd'hui? Donc de la même façon, la colonisation va développer quoi? Le principe
de la terra nullius. Terre vacante et sans maître. Terre n'appartenant à personne. Et vous allez arriver...